Bonsoir à tous et bienvenue dans Confidence dans le Noir, une émission où la lumière se fait sur des sujets brûlants de l'actualité nationale et internationale. Ce soir, face à notre antenne, un acteur majeur de la scène politique béninoise. Il a nom, comme vous allez le constater, Janvier Yahweh-Deou du Bloc républicain. Notre invité a accepté aujourd'hui de se prêter à nos questions, nous dit les coulisses du pouvoir, les enjeux politiques, et avec lui, nous aurons certainement des analyses, des vérités, et parfois même des révélations. Bonsoir, monsieur le ministre, et merci de nous avoir choisis. Bonsoir, monsieur le journaliste. Heureux d'être avec vous et de pouvoir converser avec votre chaîne. Heureux de dire un petit bonjour aux internautes et aux téléspectateurs. Avec notre invité, mesdames, messieurs, nous allons parler de l'affaire de corruption au ministère de l'Intérieur, les critiques acerbes de M. Azanaï sur le bilan du président Talon, la récupération du joyau culturel depuis la Finlande, les préparatifs de la présidentielle de 2026, les craintes face au Parti des démocrates et le ministre qui a été un très brillant écolier, un très brillant élève, un très brillant étudiant et universitaire, il va nous donner ses conseils à l'orée des examens de fin d'année qui se profilent à l'horizon. Et enfin, nous allons lui permettre de donner son mot de fin sur cette émission à l'endroit de la population. Et monsieur le ministre conseiller, ma première question va porter sur votre titre par rapport aux autres. C'est vrai, vous êtes un conglomérat de ministres conseillers, mais il paraît que c'est vous seul qui avez accès au Conseil des ministres. Pourquoi? C'est à cause du rôle qu'on m'a confié, qui consiste à coordonner le collège des ministres conseillers. Et pour un suivi efficace de l'action gouvernementale, des conseils avisés au gouvernement, au chef de l'État, c'est utile que le coordonnateur soit au courant de tout et assiste autant que possible le chef de l'État. Et voilà. Comme ça, quand vous finissez, quand vous suivez par exemple maintenant un conseil des ministres du mercredi, à votre tour, qu'est-ce que vous faites? Vous convoquez les autres collègues à qui vous expliquez point par point ce qui a été dit ou comment? C'est-à-dire que déjà, les conseils des ministres aujourd'hui, ce n'est plus comme les conseils des ministres d'antan, qui duraient 4 heures, 6 heures, 12 heures, avec des conseils extraordinaires des ministres que nous les avons vécus. Je ne sais pas si de mémoire, il y a eu un seul conseil extraordinaire de ministres depuis 9 ans. Je ne crois pas. Et c'est le lundi qui est le jour le plus important. C'est le lundi qui a ce qu'on appelle le comité interministériel. C'est à cette réunion où tous les ministres sont là, tous les ministres conseillers sont là, et on débat des sujets essentiels de développement. Et c'est à cette occasion qu'on débat de tout et de tout. Les dossiers sont suffisamment nettoyés et reçoivent l'approbation donc de tous les ministres et des ministres conseillers. Du fait donc du coup, en conseil des ministres, ce n'est plus des dossiers nus qui sont présentés, mais plutôt des dossiers suffisamment nettoyés, digestes. Donc du coup, le conseil des ministres, c'est déjà le reflet des résultats obtenus après l'examen du lundi. Voilà. Très bien. Bon, je suis tenté de dire honorable député, même si je le disais que nos téléspectateurs et internautes me pardonnent. Parce que j'ai été habitué tout le temps à dire, vous concernant, honorable député. Alors, je dirais honorable député, alors. Tout à fait. Il y a, la torture oblige, il y a l'affaire de corruption au ministère de l'Intérieur qui a poussé à l'interpellation de M. Richard Boni, le bénino-canadien, président du Parti libéral qui venait récemment d'obtenir son récépissé. Il paraît qu'il y a eu des couacs à ce niveau. Vous en savez quoi? Vous êtes la première autorité que nous recevons après cette information. Je dois d'abord vous dire mon sentiment personnel. Sous l'ère de la rupture, il est impossible de tricher. Impossible. Je n'ai qu'une certitude, c'est que le document obtenu par le Parti libéral, le parti ne devrait pas souffrir
d'une tricherie quelconque. Et l'agent qui s'amuserait à l'ère de la rupture à commettre un tel forfait paierait très cher. Parce que le système est fait, les contrôles sont faits. Vous savez, ce que le président Patrice Talon fait, et parfois on le trouve un peu dur, nous sommes en train d'aller vers la voie du développement en réalité. Vous voyez, en Europe, vous voyez que parce que vous avez brûlé un feu, la police vous arrête. Chez nous, l'instinct qui nous est habitué, vous avez sorti un petit billet de 500 ou de 1000 francs pour dire bonjour chef. Et ça se comprend. Ça se comprend et puis, mais c'est pas possible dans les pays développés. Vous avez peur de l'autorité. Ne serait-ce qu'un petit policier, d'un policier. Vous avez peur du policier. Vous ne pouvez pas chercher à corrompre un policier, un agent assermenté. Vous ne pouvez pas. Alors, c'est ce que nous tendons vers cet idéal. Cet idéal. Et au vu de ce qui se passe, ça m'étonnerait très fort que des agents puissent délivrer un faux papier. Donc moi, je suis persuadé que le document en lui-même n'est pas faux. Il est authentique. Il doit être authentique. Par contre, ce que nous ne maîtrisons pas, est-ce que certains, voulant profiter de leur position, de leur signature, ont eu à escroquer ou à se faire corrompre en dessous? Ça, on ne peut pas jurer. Nous sommes des humains, on ne pourra véritablement pas se prononcer sur ça. Mais je suis persuadé, moi, que le document en lui-même a subi toutes les étapes possibles et devrait être un document authentique. Le ministre de l'Intérieur, dans sa déclaration, a été un peu plus clair et a spécifié les différentes étapes qui ont conduit à l'obtention de ce précieux papier. Monsieur le ministre, des conseillers, Azanaï a fait une récente sortie la dernière fois, sinon plusieurs sorties au cours desquelles il y a un seul mot qui a retenu mon attention, ou un seul groupe de mots. Le président Talon n'a pas de bilan. Vous en dites quoi? Vous savez, les philosophes ne sont pas des hommes normaux et ne réfléchissent pas de façon normale comme tout le monde. Diogène était dans un tonneau. Il suffit de se référer à ce qu'on nous a enseigné de la première jusqu'en terminale pour comprendre que les philosophes ils sont dans leur rêverie. Sinon, qui aujourd'hui, même le Béninois, lambda au fin fond d'un village béninois, dit que le président Talon, un homme comme Talon, on aura du mal à en trouver encore au Bénin. Parce que c'est votre chef. Ça n'a rien à voir. Mais son bilan s'impose. D'abord, sur le plan des infrastructures. Votre point fort. Il y a que des points forts. Ce n'est qu'un point fort. Mais si je prends le cadre des infrastructures, il y a une dame qui a l'habitude d'être critique envers le président Talon, mais qui a découvert récemment, il y a à peine une semaine, l'ouverture de la corniche Est. Lorsque vous allez à Akpakpa, dans des zones reconnues Africando, moi je me suis perdu dans un quartier où j'avais habité, Africando, Akpakpa, Segbeya, Pondéou, mais vous vous perdez. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, du nord au sud, un département qui n'ait pas été impacté par la gestion de la rupture? Il n'existe pas. La dame dont vous parliez, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle a découvert cette corniche. Quel effet cela lui a fait? Mais c'est une dame qui a l'habitude de critiquer Talon, qui est venue me voir pour régler quelques problèmes et qui dit maintenant, j'ai changé d'avis. Votre président, on n'en aura plus jamais. Et je vais vous raconter l'histoire qui m'a... Une autre. C'est un ami beaucoup plus âgé que moi qui a l'habitude de m'appeler par moment pour me crier dessus. Vraiment, vous qui avez l'habitude de parler dans ce pays, vous avez perdu votre langue, hein? On souffre, vous ne dites rien, hein? Vous ne dites rien, ça veut dire quoi ça? À chaque fois qu'il m'appelle, je suis obligé de décrocher. Oui, par c'est un délice.
mais je sais que je dois recevoir des douches. Alors, un jour, c'était au lendemain ou 2 jours après la déclaration du chef de l'État, Patrice Talon, qui disait qu'il ne comptait pas se présenter en 2026. Il a respecté la Constitution, il a parlé. Ce grand frère m'appelle à nouveau. Janvier, c'est comme ça il m'appelle. Vous jouez quel rôle exactement? J'ai appris qu'on vous a nommé conseiller du président de la République. Et quel est votre rôle concrètement? Vous êtes là et le président dit qu'il va partir. Il va partir comment? Vous avez quelqu'un pour le remplacer? Avec le travail que ce monsieur a bas, vous le laissez décider à s'en aller? Alors, que voulez-vous que je le réponde? Hein? Le monsieur Talon a fait ci, Talon est mauvais et tout et tout. Et ce monsieur qui s'attaque à moi parce que j'ai pas dit au président Talon de ne pas s'en aller. Voilà le sentiment réel des Béninois. Voilà le sentiment réel. Et je disais il n'y a pas si longtemps, les gens confondent un peuple qui râle, des citoyens qui râlent, à une satisfaction morale intérieure, une fierté de se sentir béninois. Depuis l'étranger jusqu'au Bénin. Aujourd'hui, nous sommes fiers nous sommes béninois. On dirait que Azanaï n'est pas de ce monde. C'est un philosophe, vous l'avez dit. Il n'est pas de ce monde. Parce que n'importe qui de ce monde, béninois, ne peut que applaudir. On peut, vu les difficultés du moment, chialer, râler contre le président Talon. Mais à aucun moment, aucun Béninois aujourd'hui ne peut prétendre dire que le président Talon, c'est le meilleur qu'on ait connu. Pourquoi est-ce que nous souffrons? Voilà la question. Je vais me servir d'un petit exemple. Lorsque le chef de famille se décide à dire on va quitter une maison de location et il commence pas à courir, acheter la parcelle, il commence pas à construire. L'argent de la popote Prend un coup. prend un coup. Ce qu'on donnait aux enfants, ça prend un coup. Les gâteries aussi. Et la femme, si elle n'a pas conscience, va dire non, comment tu gères, et puis moi ça va pas, elle râle, parce que ça ne va plus. Mais le jour où on finit par intégrer cette belle maison que papa aurait construite, on oublie Les souffrances. les souffrances. Nous sommes en ce moment à l'ère de la construction. On a l'air d'avoir acheté la parcelle, à l'air de pouvoir construire la maison pour que la famille y vive heureuse. Donc, c'est pour ça que c'est dur. C'est pas, je vais donner des exemples basiques Oui. pour que les Béninois comprennent que c'est dur en ce moment, mais que sous peu, nous allons tous rire. Mais les bonheur. résultats se font sentir déjà. On a les marchés, on a Clodibé, on a beaucoup de choses. Les voies sont là. Bientôt, les ministères vont intégrer le propre bâtisse. Mais ce que Azanaï, on dirait que Azanaï n'est pas de ce monde. Je ne dis pas que c'est un extraterrestre, mais c'est tout comme. Il n'a qu'à aller, C'est qu'il est au Burkina. il n'a qu'à aller aujourd'hui dans les collines, aller demander aux citoyens de Savet, de Glazoué et autres, dire quel bonheur ils ont aujourd'hui à pouvoir boire de l'eau potable. Il n'y en avait pas. Mais il n'y en avait pas. Vous savez, dans les collines, la nappe phréatique ne fonctionne pas comme dans des zones comme Cotonou, où quel que soit l'endroit, vous pouvez faire forage et avoir de l'eau. Comme c'est dans des zones rocheuses, la nappe phréatique est exactement comme une bassine. Oui. Lorsque vous avez, en cherchant avec les systèmes, vous tombez sur un point, cette nappe-là est capable, après un certain temps, de disparaître. C'est exact dans une bassine. Donc, il n'y a pas l'eau qui vient de loin pour venir alimenter là où il y a ce point de forage. Très bien. C'est pour ça que les spécialistes, et même Yahi Boni, trouvaient que régler le problème de l'eau, dans L'heure de les collines, l'impossible. que c'est impossible. Il avait un peu raison. C'était impossible. Mais il faut le génie d'un certain Patrice Talon pour régler ce problème. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, c'est de récupérer de l'eau de surface et de la rendre potable. Tout simplement. L'eau de pluie.
l'eau de pluie, l'eau des fleuves. Par exemple, l'OME. C'est ça la stratégie de Aïdjoko. Et qui passe par toutes les étapes possibles pour transformer cette eau en eau potable. Lorsque vous allez au centre industriel de Gobé, c'est fou ce que vous avez comme équipement. Et à telle enseigne qu'il y a tellement de réserves que ce centre est capable d'alimenter même des centres qui existaient déjà En eau. en eau. Alors, que Azanaï trouve qu'il n'y a pas de bilan, rien que cet aspect. Cet approvisionnement en eau potable. Lorsque nous prenons le cas de, quand on parle d'eau, on parle d'énergie à côté. En effet. L'énergie. Vous vous rappelez de Maria Agleta? Maria Agleta, Yahi Boni avait dépensé 45 milliards pour obtenir quelle puissance quelle quantité d'énergie. Le ministre Akpona, dans sa dernière sortie, parlait de 0 mégawatt. Mais 0. Et le plus grave, j'en avais parlé avec quelques confrères à vous, les équipements achetés étaient en réalité, ne valaient pas plus de 4,8 milliards CFA. Donc il y a eu surfacturation. Il y a eu surfacturation. Yahi Boni est encore vivant. S'il y a le culot, est-ce ce que je dis est faux, il n'a qu'à m'attaquer. Je lui apporte les preuves. Mais est-ce que le pouvoir, c'est la continuité? Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme pour c'est irrécupérable. auditer? C'est irrécupérable. Les équipements achetés sont irrécupérables. C'est des équipements vieux des années 1945. C'est des vieux moteurs, des vieux réacteurs d'avions qui ont servi à la guerre de 1945 que Yahi Boni allait acheter à 45 milliards de nos francs. Et aujourd'hui, le chef de l'État, Talon, nous a pris des équipements neufs. Oui, les crimes économiques sont imprescriptibles. Où en êtes-vous par rapport à ça? Mais écoutez, tous les dossiers de Yahi Boni, il avait ses grands boubous, il pense que c'est fini. Non. Enfin, il va avoir. Je dois avertir les Béninois. Vous devez vous demander, mais pourquoi Yahi Boni, qui a fini son air, continue de courir de maison en maison pour dire, il a peur. Il veut faire revenir la mafia au pouvoir. Si je vous cite tout ce qui a été englouti dans le faux avion présidentiel, 14 milliards volés à la Sonapra, jamais remboursés. Sous prétexte qu'on veut transformer les 14 milliards en avion présidentiel. Qu'est-ce qui a suivi? On nous a donné un vieux avion. On a encore englouti près de 4 milliards dans cet avion pour réparer. Il est où cet avion? Cet avion n'a jamais existé, c'est fini. Par rapport à et lorsque vous allez des dossiers, vous vous rappelez de affaires locomotives. On est parti acheter des locomotives de 1960 qui n'ont aucune norme. Nous sommes des historiens. À 5,125 milliards. 5 milliards et 125 millions. Ça n'existe plus, ces locomotives. Donc, si on se met à parler de Yahi Boni, franchement, moi, si les Béninois, profitant de votre question sur Azanaï, ne veulent pas ouvrir leurs yeux pour comprendre que c'est la mafia, que Talon a en face de lui une mafia, que le peuple béninois a en face de lui une mafia, et qu'on commette encore l'erreur de retourner dans le passé. Que vous appelez passé honteux. Passé honteux. On n'aurait que nos yeux pour pleurer. Oui, là, nous sommes en train de parler, monsieur le ministre conseiller, mais est-ce qu'il n'y a pas, comme je le disais tantôt, un mécanisme pour quand même interpeller les anciens dirigeants de cette avarie, qui est grosse comme une maison? Mais il revient, on est dans une démocratie. Il revient au peuple béninois pour une fois de prendre conscience. Non, je ne parle pas de ça. Le peuple béninois prendra conscience au travers d'une élection, son vote. Mais vous, qui êtes au pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme pour quand même auditer ce que vous citez? Parce que là, vous parlez, mais il n'y a pas de preuve palpable, juridiquement établie pour inculper quelqu'un. Je disais, il n'y a pas si longtemps, à l'arrivée du chef de l'État, Patrice Talon, s'il avait pris la voie dont vous parlez, qu'est-ce que les Béninois auraient dit? Chasse aux sorcières. Chasse aux sorcières. Et puis, ça vous épuise. Ce maire a dit, il a volé quoi?
Dès que vous rentrez dans ça, vous perdez votre énergie, vous travaillez pas. Il aurait entamé un truc comme ça, que politiquement, etc., etc. Il n'aurait pas fait la moitié du chemin qu'il a. Donc il dit, je m'oriente vers le développement. Choix politique. Il a choisi le développement de son pays, et voilà, les résultats sont là. Pas tant. Pas tant. Donc, moi, je pense que c'est une option. Il arrivera un jour où il y aurait certainement un monsieur moins orienté développement pour dire et chercher à comprendre quand même. Ça, je l'ai dit au chef de l'État. Le fait d'avoir laissé tomber ces histoires pour s'occuper, c'est une très bonne chose. Ça nous a permis d'être ce que nous sommes devenus. Mais c'est ça qui permet aujourd'hui à ces gars-là de critiquer encore Talon. Le gars qui a pris 14 milliards à Sonapra, qui n'a jamais payé. Il fait partie de l'opposition actuelle. Vous voulez comprendre quoi dans ça? Vous faites allusion à qui? Non, 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 non. Nous avons promis à nos téléspectateurs et internautes que vous savez, on aura beaucoup de révélations, beaucoup de vérités. Je vais, ce monsieur, les 14 milliards dont je parle, j'avais déjà écrit, j'avais désigné ce monsieur dans mon livre Les vraies couleurs du caméléon. Donc c'est pas que je cache quelque chose. J'ai écrit son nom. Quand c'est écrit dans un livre, pourquoi le j'ai écrit sur un plateau de télévision? En 2002, j'ai écrit. Ça fait 23 ans que j'ai écrit ce livre. Et je l'ai cité, j'ai décrit comment ils ont volé, et tout. Tout y était. Donc, permettez-moi qu'on avance dans votre débat. On vous le conseille. Monsieur le ministre d'État, et à travers vos réponses, je vais survoler. Je suis coordonnateur de ministre conseil. Monsieur le ministre conseiller. Voilà. Je vais dire alors, je vais revenir. On m'appelle en général ministre coordonnateur. Ministre coordonnateur. Monsieur le ministre coordonnateur. Voilà. Et à ma question, vous avez tiqué un peu. Je vous vois un peu stressé ou bien irrité par le retour des anciens. Bientôt les élections présidentielles. Est-ce que vous craignez que l'opposition gagne? L'opposition ne peut pas gagner. Parce que vous êtes mouvancier, que vous parlez comme ça? Non. Voyez-vous, d'abord, lorsque vous voyez une équipe qui peut gagner, c'est dans les faits. Je vais vous en citer peut-être deux. Je reviens sur le dossier Ronvi. Le frère Ronvi, c'était l'homme le plus important de l'opposition. Un homme qui a su trouver les thèmes qu'il faut pour mentir autant que possible sur un système qui se bat. Et lui, il a choisi l'angle de dire... De vilipender, mentir autant que possible, intoxiquer. Et ça lui marchait parce que c'est lui qui faisait la pluie le beau temps sur les réseaux sociaux. Qui incarnait l'opposition. C'est lui qui... L'opposition était incarnée par le frère Onvi. Si moi j'étais de l'opposition, frère Onvi, il serait chouchouté. Nourrio Pritané. Je vous jure. Tous les députés, chacun devait cotiser au moins 200 000, 250 000 par mois. Le gars aurait des revenus. Et mieux, je vais pas laisser un gars comme ça l'homme à côté. Je le mettrais sur une île où il serait comme un roi et il va continuer par tirer sur Patrice Talon et son système. Jusqu'à le faire tomber. Si peu. Si c'est possible. Mais, voilà une opposition. Radine. Et si Radine, qu'elle a été incapable d'entretenir le pauvre Ronvi, qui, sur la base d'un prêt de 10 millions, a fini par avoir des problèmes avec son prêteur, le prêteur qui l'attaque, et il se retrouve, malheureusement, dans les mains de la justice. Et depuis, plus rien. C'est la déroute. Si les gars ont été incapables d'entretenir le meilleur d'eux-mêmes, je vais vous dire ceci. Lorsque, d'abord, l'électeur n'est pas sur les réseaux sociaux. Voilà une opposition. Mais il se sait. Mais lorsque on peut dire parti talent, machin, tout ce qu'on est sur les partis talent comme on veut. Ouais, le nombre de forces, de leaders politiques qui entourent le chef de l'État. Vous pensez que parce que Yaiboni viendrait chez moi
en zone Agonli, faire campagne, que moi, il y a 12 janvier, je vais descendre, qui va pouvoir détourner. De toute façon, vous savez tous, moi j'ai été opposant tout le temps. Opposant à Yahibouni. Mais j'ai jamais raté une élection. Et quand on est opposant, quand on se retrouve dans la peau, dans la tunique de Mbouansi, ça gêne un peu, ça fatigue les nerfs. Vous vous surprenez parfois à voir que c'est pas Jean-Pierre Yahweh dans la glace. Non, vous savez, il y a la discipline de groupe. Il y a la discipline de groupe. Et lorsque justement, lorsqu'on a été opposant, qui a tout le temps réussi ces élections, c'est parce qu'il y a la discipline. Il y a d'abord la discipline en vous-même. De sorte que vous avez appris sur le tas que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et lorsqu'un ancien opposant devient un homme de la mouvance présidentielle, il est habité par cette autodiscipline. Donc, on est dans un système, lorsque ça ne va pas, c'est de l'intérieur. C'est à l'intérieur. Dialectique à l'interne. C'est à l'interne qu'on se dit. Et vous pensez que. Faisons ci, faisons ça. Vous pensez qu'au sein de l'opposition, il n'y a pas mille Yahweh au sein de l'opposition? Mais, qui incarne l'opposition aujourd'hui? À part Yahibouni. J'ai même le sentiment que Yahibouni a bien envie d'être candidat. C'est peut-être possible. Parce que, lorsqu'un leader pense qu'il peut être encore candidat, son comportement, c'est ce qu'on voit. Voyez-vous, Yahibouni se présente aujourd'hui comme un palétuvier. Rien ne pousse sur lui. Rien ne pousse sur lui. Non, il y a des noms comme... Il est là, mais on ne voit personne. Achadé et Rigounete. Est-ce que vous voyez ceux-là, vous voyez tous ces noms que je les respecte beaucoup, hein, ce sont même des amis. Au Parlement, on était amis, mais vous voyez ceux-là, à quelques mois des élections, qui ont l'envergure de devenir président de la République. Il y a le fils du président Yahi lui-même, son fils qui est aux États-Unis, Nasser. Vous savez, se battre pour son fils. En tout cas, mais elle vient de recevoir l'appui technique très important de Maître Mbouidji, l'ancien président du PRD. Ça vous fait peur? Si jamais cela se confirmait, je dirais, c'est pas plus qu'un mariage incestueux. Voilà Mbouidji, l'homme de tous les coups. Le génie. Adrien Mbouidji. S'il n'existait pas, il fallait le créer. Allez poser des questions au président Soglo. Sur qui est Adrien Mbouidji? Il va vous parler. Et lorsque nous, Béninois, on en rit parfois, surtout en zone, on dit, ben, quand il y a eu Adrien Mbouidji, candidat de l'Union fait la Nation, qui s'est présenté à Bobé, et on dit, Dawil, Mimatouya, Miflia, Mimatouya, Gandia. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Pour nous qui ne comprenons pas fond. Adrien Mbouidji est incapable de vous soutenir jusqu'au bout. Il faut aller chercher. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait, vous vous rappelez ça me rappelle la GDIZ. Oui. La GDIZ a une histoire. Celle que nous avons actuellement sous le talon. Celle que nous avons sous le talon. La GDIZ, ça signifie quoi en réalité? Susciter l'industrie au Bénin. Industrialiser sur place. Industrialiser notre pays. Pour se développer, il n'y a que l'industrialisation. Vous ne pouvez pas produire, laisser les étrangers venir contre vos produits, vos matières premières, aller alimenter leurs usines à eux, trouver du job à leurs enfants et revenir vendre votre propre produit 10 fois plus cher. Alors, c'est ce que le président Talon a dit non, on arrête ça. Lorsque cette affaire a commencé, je me demandais est-ce qu'il va s'en sortir? Puisque le président Soglo est tombé à cause de sa volonté d'industrialisation, à commencer par le coton. Le président Soglo avait, lors du sommet du GATT, l'équivalent de l'OMC, aujourd'hui, déclaré qu'il ne comptait plus vendre son coton, puisqu'il avait atteint déjà les 350 000 tonnes à l'époque, en 1994. Il comptait plus vendre son coton aux étrangers, mais transformer le coton au Bénin. Oui. Il y a 3 Béninois, 3 fils béninois,
qui théoriquement, on devrait dire, ils aiment le Bénin. Il y a un qui est décédé. Paix à son âme. Paix à son âme. C'est qui? Non. Laissez tomber ces gens-là. Qui sont allés en France. Il y a un qui a fui pour l'histoire de détournement, machin là. Ancien maire. Et l'autre est encore là avec les cheveux blancs. Faux. Réfléchissez, vous allez comprendre qui c'est. Ils sont allés en France. Vous allez rencontrer Monsieur France-Afrique. Jacques Foccart. Pour dire, vous avez suivi Soglo. Si vous laissez Soglo reprendre le pouvoir en 1996, mais c'est foutu pour vos entreprises. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils se sont organisés pour faire tomber le président Soglo. On parlait de Cototrou, parce qu'il n'y a pas 1 mètre de voie. Vous pouvez circuler à Cotonou sans tomber dans un trou. À l'époque. À l'époque. On est passé de Cototrou à Cotopavé en l'espace de 5 ans. Mais ces politicards-là, qui osent parler encore aujourd'hui, ont réussi à faire tomber le président Soglo. On est reparti dans l'ancien système. On est reparti dans l'ancien système et tous les voleurs de l'ère système Kérékou 1 sont revenus au pouvoir. Enfin, Kérékou 2. Et là, c'est là où on a connu tous les scandales. Vous vous rappelez des groupes électrogènes faux, vieux, repeints, achetés à 4 milliards alors que le peuple était dans le noir. C'est à son âme, Carlo Farassi était le ministre. Donc, si je mets votre question à elle seule mérite au moins 2 émissions. Mais je reviendrai. Ça me fera plaisir. Vous savez, ils ont rabé la mafia au pouvoir. Qui a tout détruit. Tout. Tout. Donc, sur le journaliste, ces gars-là, ces vieux, non. Allez, il faut les laisser se reposer. Qui ne viennent plus distraire le peuple béninois. Adrien Mbouedji, par exemple. Adrien Mbouedji, par exemple. Je l'ai dit sur un plateau il n'y a pas longtemps. Ce monsieur, moi, je suis désolé de le dire. Non, demandez au président Talon de lui trouver une place à la concours constitutionnel, ils vont trouver la paix. Oui, dès que lui lâche un peu, il commence pas à crier. Oui, mais ça veut dire quoi ça? Il faut qu'il soit sage. Bon, évitez qu'il crie, mettez-lui assez de... Non, on me dit, moi je demande pour le Béninois, c'est pas un respect, je lui dis bien, c'est pas un respect pour l'autorité qu'il a incarnée, pour l'ami que je suis pour lui, que je ne parle pas de Mbouedji. Tout simplement. Mais j'invite le peuple béninois ne pas écouter Adrien Mbouedji, ne pas prendre un seul mot d'Adrien Mbouedji au sérieux. Franchement, si nous allons regretter une nouvelle fois. Ça veut dire que l'opposition peut prendre le pouvoir. Pourquoi l'opposition prend le pouvoir? Impossible. Vous avez d'un côté des gens c'est une marmaille, qui surfent sur les difficultés actuelles du peuple, qui souffre, qui râle, mais qui comprend. Heureusement. Et de l'autre côté, un système structuré, organisé, tenu de main de maître, pas un visionnaire. Et vous voulez, lorsque vous avez l'organisation, la structure et tout, vous pensez qu'il y a des villages ou même les hameaux au Bénin ici, non contrôlés par le président de la République, vous vous trompez. Vous vous trompez. Ça veut dire que selon vos calculs, c'est un mouvancier bontain qui va suicider à partir de ça. Mais c'est très clair. Mais puis, si parmi nous, ressortait même un enfant de 20 ans, il serait le président. Parce que le système, c'est calé, c'est organisé, c'est structuré. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, vous, monsieur Takou, on vous connaît dans votre village. On vous aime. Vous pensez qu'on ne va pas voter pour vous parce que vous soutenez Talon? Non, on va d'abord voter pour vous. Et à travers? Et à travers Talon. Surtout lorsque vous arrivez à montrer, à doiter à vos proches l'intérêt du système Talon.
Lorsque on dit, on a le temps est si court que j'ai du mal à vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est ce que vous pensez. Quel est le problème aujourd'hui lorsqu'on parle de manque d'emploi? Le jeune qui n'a pas l'emploi. Il n'a pas l'emploi parce que il a appris la géographie, il a fait sciences éco, il a fait histoire, il a fait sociologie. Géographie aménagiste. Non. Géographie. Là, c'est le système des colons. Au moment où rien n'est encore organisé, on a, même aujourd'hui, depuis au moins 20 ans, même beaucoup plus de 20 ans, on a quitté ce. Il faut qu'on regarde ce que font les pays développés. Lorsqu'on dit quelqu'un, il est plombier en Europe, mais c'est un homme riche. Oui. Mais chez nous, quand on dit plombier, c'est le gars qui est chargé de réparer le petit robinet du coin. Qui truande aussi. Bon, donc, on doit quitter. C'est ça qui a amené le chef de l'État à penser à une formation de spécialistes. Quelles difficultés nous avons aujourd'hui à la GDIZ? Oui. Nous recevons, la GDIZ reçoit beaucoup d'entreprises, beaucoup d'investisseurs. Que ce soit dans le textile, que ce soit dans la céramique, etc., etc. Les gens viennent, bon, disent, envoyez vos diplômes, je veux tel nombre de personnes spécialistes. Mais il n'y a personne. Malheureusement. Il n'y a personne. Donc, qu'est-ce que le gouvernement Talon a fait? Le gouvernement Talon choisit donc les spécialistes, ceux qui ont envie de faire le textile, et les forme. Donc, il y a une étape d'apprentissage. Lorsque vous allez faire l'apprentissage, même pour être couturier ou tailleur, vous payez. Mais c'est l'État qui paye la formation aujourd'hui à l'apprenti. Pendant 8 mois, l'État paye l'apprentissage. Et pendant l'apprentissage, l'État paye des primes à l'apprenti. Tout ceci au Bénin ici. Tout ceci au Bénin. Et pourquoi c'est Et vous êtes payé suffisamment fouetté pour être... L'apprenti perçoit 50 000 francs. Au Bénin ici. Au moment où il est en train d'être formé, il perçoit 50 000. Alors qu'on est en train de lui donner de la formation. Et après la formation... C'est sous quelle appellation? Quelle est la structure chargée de ce type de mécanisme? Si ça vous intéresse, oui, vous contactez la NPE et vous vous inscrivez. Évidemment, si vous inscrivez en disant que vous voulez être mécanicien, vous cherchez un emploi de mécanique, vous n'êtes pas mécanicien, et que le besoin n'existe pas, vous aurez un peu plus de mal si vous aviez choisi la céramique. Parce que il y a déjà des investisseurs demandeurs. Oui. Dès que vous choisissez, vous êtes sélectionné d'office, l'entreprise vous accepte. L'entreprise des investisseurs. Oui. C'est pas forcément des Béninois. Et on vous forme. Une fois que vous avez fini votre formation, maintenant, vous êtes payé. Et le salaire, les gens sont à des salaires intéressants. C'est des salaires de plus de 100 000. Vivement. Après avoir été formés par l'État. Tout ça, c'est des structures que le président Talon a amenées pour soutenir la jeunesse, l'emploi. Aujourd'hui, Glodigbe, ils sont déjà à plus de 15 000 emplois. Et vu la pente ascendante que on voit, en principe, on serait à peu près à 34-35 000 emplois à la fin de l'année 2025. Donc, le dossier, par exemple, de la GDIZ, c'est donc un début, on est déjà en pleine phase d'industrialisation de notre pays. Et on doit encourager. Parfois, les Béninois ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que je dois vendre ma noix de cajou moins cher que si je l'exportais? Pourquoi je dois vendre mon soja moins cher que si je l'exportais? Est-ce que le sojaculteur qui est dans son coin et qui n'est pas intégré certains agrégats, est-ce qu'il peut comprendre cette dynamique? Non. Il ne peut pas comprendre parce que... Et qu'est-ce que vous faites pour qu'il comprenne? Et dans la tête, vous savez, on vient de loin. Il faut comprendre nos compatriotes. Nous venons de loin. Donc, il faut le temps. Et des accompagnements aux agriculteurs pour qu'ils comprennent que
les engrais qu'on va leur donner, etc., 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 pour les accompagner. Vous savez, le président Talon, moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui ont eu mal de me rendre compte qu'il doit partir. Je vous l'avoue. Autrement dit, s'il y avait un gris-gris pour qu'il revienne, vous serez d'accord. Je suis pas trop dans les bondiseries, mais si je l'étais, j'aurais dit que je prierais pour que un homme comme Patrice Talon revienne au pouvoir. Sinon lui-même. Mais malheureusement, vous savez, je l'ai dit. Vous savez, monsieur le ministre conseiller, qu'actuellement à la cour, devant la cour, il y a des recours. Contre moi? Non, pas contre vous, pour. Non, il y en a contre moi. À vous aussi? Par rapport à quel sujet? Par rapport au fait que je trouve que le système mis en place par le président Talon ne doit pas tomber. Vous savez, c'est le journaliste. Nous sommes face aujourd'hui à une équation. Il y a l'équation de la conquête du pouvoir. Et il y a l'équation, dans cette équation, il y a aussi le paramètre qui concerne le développement du pays. Oui. Et il faut pouvoir manager. Comment? Lorsque vous avez face des gens qui veulent conquérir le pouvoir et qui sont incapables de vous écrire une ligne de comment eux ils voient le développement du pays, qu'on pourrait réussir cette équation. Et c'est cette équation qu'il faut que le peuple béninois arrive à comprendre et à solutionner. C'est-à-dire des gens qui veulent conquérir le pouvoir, mais qui ne savent pas comment développer le pays, et des gens qui savent, qui ont déjà commencé par développer le pays. Qui savent bien le faire. Qui savent bien le faire. Le jour où on va régler cette équation, on aurait 20 sur 20. C'est ça ce que nous avons en face de nous. Il faut qu'on réussisse. Tout en étant démocrate. J'ai pas envie d'aborder ce sujet de démocratie à l'africaine parce que, vous savez, d'autres pays ont commencé par se dire, il faut qu'on ait le courage de revoir notre démocratie. Une démocratie qui favorise le développement. Pas une démocratie qui nous met, qui nous étouffe dans un système où on ne peut pas s'en sortir. C'est cette démocratie qui a permis à la mafia de reprendre le pouvoir à Soglo. Vous voulez au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie. On part d'un pays qui décollait vers un pays qui retombe dans le copinage. Juste parce que 2 ou 3 individus ne sont pas contents. C'est ça notre démocratie. Et c'est ça que certains pays ont commencé par s'agiter, même si le système mis en place pour conquérir le pouvoir n'est pas catholique, ils ont commencé par avoir ras-le-bol. D'être quelque part où vous recevez des ordres, vous êtes manipulé. Honorable député et monsieur le ministre conseiller, et on n'a pas envie de vous laisser, mais je vais vous demander de dire un mot de fin à l'endroit de ceux qui nous écoutent. Je voulais juste dire à mes compatriotes de se sentir fiers. Nous le sommes déjà. Fiers d'être béninois. Aujourd'hui, lorsqu'on dit béninois, on dresse la tête. On redresse la tête. Et si on arrive aujourd'hui à être fiers, c'est parce que nous sommes montrés sérieux pendant 9 ans. Seulement. En 9 ans, aujourd'hui. Et en aucune manière, nous devons retomber dans le piège qui nous obligeait à baisser la tête. Lorsqu'on dit vous êtes béninois, aujourd'hui, on dit vous êtes béninois, oui, on est fiers. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et regardez le tourisme. Lorsqu'on parlait de vaudou, c'était une connotation négative qui faisait fuir. Notre système a réussi à transformer le négatif en positif. Aujourd'hui, les étrangers viennent au Bénin, rien que pour venir découvrir le Bénin, vaudouisme par exemple. Et ceux-là qui arrivent, si c'est pour aller à Pao, à Ouida, on passe par Pao. Arrivé à Pao, on achète le habla de Pao. C'est de l'argent, c'est des devises.
C'est de l'argent étranger. Les hôtels, on ne sait même plus comment les occuper. Le Bénin a pris son envol. Essayons d'accompagner le mouvement. Ne tirons pas notre pays vers le bas. Et que pour une fois, on laisse le Bénin se développer. C'est mon mot de fin et mon appel à mes concitoyens. Merci, monsieur le ministre coordonnateur. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, en 9 ans, le coordonnateur du chef de l'État a dit sa joie, la joie des Béninois, de voir le pays en train de prendre son envol. Et il craint que la chute n'intervienne, comme ça a été le cas du président Solo, remplacé par Jean-Mathieu Kérékou, par ce qu'il a appelé mafia. Il a aussi souhaité qu'au départ de Talon, que ce soit notre talent, c'est-à-dire quelqu'un qui a les mêmes capacités que lui et qui peut réellement impacter le développement de notre pays. Il n'a pas voulu se prononcer sur la démocratie, mais on a pu entendre que pour lui, il faut que les États africains en arrivent à une démocratie à l'africaine qui aide réellement à booster le développement. Mesdames, Messieurs, nous n'avons pas eu la prétention d'avoir tout dit, d'avoir satisfait vos attentes. Prenez alors le rendez-vous prochainement pour votre émission préférée, Confidence dans le Noir. Merci à vous et portez-vous bien.